Premièrement, merci d'être là pour ce tout premier épisode de Ma Découverte. Je m'appelle Élise Madé et tout au long de la saison, on va faire des rencontres avec des experts dans leur domaine, des entrepreneurs, des artistes, des humoristes, des auteurs, des réalisateurs qui ont été pour moi des découvertes dans les dernières années et on commence en force aujourd'hui avec nul autre que Gabrielle Madé. Il y a un petit lien de parenté ici, vous l'aurez deviné, c'est ma cousine. Et je me suis dit que 2 Madé pour le prix d'une, ça serait pas pire pour commencer la saison, d'autant plus que Gabrielle, c'est vraiment une femme qui m'inspire depuis vraiment longtemps, que je suis depuis longtemps, et qui a fondé l'agence de youtubeurs Le Slingshot. Alors on se propulse vers ce premier épisode de Ma Découverte. Je suis beaucoup dans le rap de ces temps-ci. Pour vrai? J'ai une renaissance. C'est extraordinaire. Ça serait quoi ton nom de rapper? Mon nom à moi? Ouais. Oh my God, je suis pas là. Je suis tellement pas là. Mad Gab. Tout ça, là. Tout ce que tu dis est accepté. Bonjour, Gabrielle Madé. Bonjour, Élise Madé. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai l'impression de t'avoir vraiment découvert quand j'étais adolescente. On avait pris un café, je pense que j'étais en secondaire 1. Puis, tu sais, ça fait quand même plus de 10 ans de ça. Puis je m'en souviens encore de ce moment-là où on a parlé ensemble. Puis je me suis dit, Gabrielle Madé est spéciale. Ah. C'est une cousine hot, là, tu sais, quand même. OK. Puis là, je suis comme émue un peu de te recevoir 10 ans plus tard à mon podcast. Je suis vraiment contente. 10 ans plus tard? Il y a 10 ans, t'étais en secondaire 1? Ben, peut-être plus. Oh my God! Je sais pas, 13-14 ans? Ouais, à peu près. Oh. OK, on parlera pas de moi où il y a 10 ans parce que je suis peut-être un peu plus vieille que toi. À peine. Ben, je te reçois aujourd'hui parce que je te trouve vraiment inspirante avec tous les projets que tu as menés. Tu es directrice du studio Le Slingshot. Tu as cofondé Creative Mornings, l'édition montréalaise, Failcap Montréal. Tu as été analyste au FMC aussi il y a quelques années. Mais au-delà de tous ces titres-là, mettons que je décrirais Gabrielle Madé, je dirais charismatique. Mon Dieu. Bonne vulgarisatrice aussi. Ouais. Je trouve que tu as vraiment ce talent-là d'expliquer des concepts qui peuvent être parfois abstraits, puis de l'expliquer de façon très claire, très limpide. Fonceuse. Oui. Et je dirais aussi intimidante. Ah! Tu te l'es-tu déjà fait dire? Je vais pas être la première. Non, je me suis déjà fait dire, puis je trouve ça terrible. Je trouve ça vraiment terrible parce que, tu sais, c'est vraiment pas... c'est loin de ma personnalité. C'est loin de moi de vouloir faire cet effet-là sur les gens. J'aime ça, que les gens se sentent bien autour de moi, tu sais. J'aime vraiment ça, que les gens puissent être eux-mêmes. J'aime ça, les gens un peu weird. J'aime ça, les gens un peu off. J'aime les gens qui se prennent vraiment pas trop au sérieux. Puis de me faire dire que je suis intimidante, ça veut dire que je me bloque cette portion-là de gens qui osent pas être comme ridicules près de moi parce que, tu sais, fait que ça, je trouve ça triste, puis c'est pas la première fois qu'on me le dit. Puis tu sais, au début, j'étais comme, ça doit être parce que je suis grande. Non, mais c'est vrai que t'es grande, ouais, faut dire. Mais non, puis je sais pas quoi faire pour... je sais pas quoi faire pour ça. Mais ça, j'aime pas ça. Mais le fait que tu sois ambitieuse, que tu partes tes projets, il y a peut-être un peu de ça, tu sais, t'es belle, tu sais, t'as comme tout pour toi. Mais, tu sais, là, je réfléchis tout haut, là, mais est-ce que tu me dirais ça s'il y avait 2 lettres de moins à mon nom puis si j'étais un gars? Si j'étais aussi ambitieux comme gars, est-ce que tu me trouverais intimidant? Ou c'est parce que je suis une fille? Tu sais, comme, il y a cette notion-là aussi, là. Après, je pense pas que c'est là que tu voulais t'en aller dans la discussion, mais toute la notion de girl boss, là. On peut-tu juste dire boss? Comme, quoi? Qu'est-ce qui se... Ouais, tout ça. Tout ce grand champ de conversation-là où on n'allait peut-être pas en ce moment, mais intimidante, ça me ramène aussi à... Moi, je me ferais pas dire ça si j'étais un dude, là. Fait que, je sais pas, je suis bien challengée par ce qualificatif-là. Mais j'avais lu une entrevue que tu avais donnée à InfoPresse, je pense que c'était comme le palmarès des... 30 sous 30. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu disais que toi, ton but, c'était que les femmes... de transmettre un peu ce message-là, que les femmes n'ayons pas peur d'être ambitieuses. Oui, mais tu sais, moi, je suis plus... Je comprends qu'il y a plein d'écoles de pensée là-dedans et je n'ai pas du tout envie de m'obstiner ou de porter un drapeau haut et fort, mais moi, je suis de l'école de... On peut-tu juste... Tu sais, moi, les trucs, les girl boss, les
là, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme moi, mais les femmes en affaires, on peut-tu juste faire des conférences d'affaires? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je m'inscrive à tel séminaire parce que c'est femmes en affaires, femmes leaders? On peut-tu juste remettre ça à plat puis dire comme les gens qui entreprennent, les leaders, les dirigeants? Je suis un peu... je comprends qu'il faut se donner une chance, puis il faut se tenir entre nous, les filles, puis oui, j'entends ça, puis je suis la première à fighter quand je vois qu'il y a quelque chose qui est pas correct ou qui est pas bien dit ou qui est inégal, mais tu sais, personnellement, je préfère être interviewée ou invitée à une conférence d'affaires plutôt qu'une conférence de femmes en affaires. Tu comprends? Tu sais, puis ça, je sais qu'il y a des gens qui pensent exactement à l'opposé, puis j'ai un respect pour ça, mais à un moment donné, moi, ma position, elle tombe là. Ouais, c'est beaucoup dans l'air du temps, ce sujet-là. On en parle beaucoup de la parité, l'égalité, puis c'est vrai que c'est touché parce que tout le monde a sa vision, oui, c'est pas absolument. contradictoire comme, nécessairement non plus. Je suis juste ce que pas tu là, dis. genre, tu sais, girl boss, tu sais. Non, comme, il y a quelque chose dans... pourquoi la girl boss est... Pourquoi faut spécifier que c'est une fille? On dit jamais boy boss, là. Il y a jamais personne qui dirait ça. C'est vrai. Pourquoi? Parce que boss, d'emblée, c'est masculin? Puis que là, il faut le féminiser tout d'un coup, puisque tout d'un coup, c'est la montée des filles. Tu sais, je trouve qu'on peut juste revenir à l'essence, là, puis arrêter de faire une distinction. C'est juste ça, en fait. Moi, je veux pas être invitée sur un board ou sur un comité aviseur ou sur un comité de direction parce que je suis une fille. Je veux être invitée là parce que j'ai des choses à amener, parce que j'ai une expérience, puis parce que j'ai un discours, tu sais. Fait être la fille de service, là, Seigneur de la vie, on peut-tu pas aller là, on peut-tu plus aller là? Voilà. Fin d'intervention! Oui. Je t'amène ailleurs. Oui. En fait, commençons par la base. Toi, tu viens pas d'un milieu nécessairement... ta famille vient pas nécessairement du monde des médias ou de la télévision. Qu'est-ce qui t'a intéressé de ce milieu-là? Mettons qu'on recule dans le temps, là, la petite Gabrielle. Ouais. Comment j'ai abouti... Non, c'est ça, j'ai grandi en Outaouais. De 2 parents qui travaillaient à la fonction publique, là, provinciale et fédérale, puis il n'y avait rien là, dans l'entourage qui aurait pu directement ou indirectement mener au monde des médias. Je suis arrivée à un moment où il fallait faire un choix, là, ils appellent ça le cégep, là. Puis je suis arrivée à ce moment-là, il a fallu faire des choix pour le cégep, l'université, puis je pense que je me suis posé, j'ai eu le bon flash, la bonne idée de juste me poser une question qui est essentielle, là, qui était pas, tu sais, qu'est-ce que je veux faire quand je vais être grande ou comme dans quel métier je me vois travailler, c'était plus comme qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je fais naturellement. Dans quoi je passe mon énergie, mes sous, mon temps, tu sais, qu'est-ce qui me drive, dans le fond, c'était vraiment ça, c'est là-dessus que je me suis questionnée. Puis, mon Dieu, me m'être questionnée là-dessus à 18 ans, c'était un bel addon, disons, là, je suis bien tombée. Puis, je me suis rendu compte que où je passais beaucoup mes sous, là, mes dollars durement gagnés dans mon travail de service à la clientèle, là, j'allais voir beaucoup de spectacles. Puis, j'allais beaucoup au cinéma. Je me sentais très investie dans certaines séries télé qui me parlaient énormément à ce moment-là. Des productions québécoises ou même tournées vers les États-Unis, le monde? Oui, le monde, mais la culture québécoise me parlait beaucoup à ce moment-là, un certain pan de la culture québécoise. Pour moi, des séries comme... mon Dieu, j'ai un blanc. Des séries comme Minuit le soir, des séries comme Les Invincibles. Les Invincibles, oui! Là, j'aimais ça, mais ça m'a parlé... c'est geek, Les Invincibles. Ouais. Tu sais, c'est des nerds, puis ils aiment ça, les petits bonhommes animés, puis etc. Puis, la référence à la bande dessinée. Oui, puis c'est pas des choses qu'on voyait beaucoup, puis ça me parlait beaucoup à moi. Bref, fait que tu sais, j'avais comme le box set, puis j'achetais genre l'extra, puis la bande sonore, puis je me rendais compte encore une fois qu'il y a beaucoup de mes moyens, de mon énergie, puis de mon temps qui passaient dans aller voir des shows. Aller voir des pièces. Puis, fait que là, je me suis dit, à un moment donné, c'est pas plus fou qu'un autre, là, tu sais, je me suis dit, mais il y a du monde qui travaille là-dedans. Tu sais, comme, moi, je suis pas du tout, j'ai pas la fibre artistique. Je me considère pas comme étant une créatrice. Par contre... Mais t'es proche de la création, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, je suis allée au-delà de, moi, je sais pas chanter, je suis pas très coordonnée pour danser, puis tu sais, comme, je suis très mauvaise actrice. Je suis passée au-delà de ça, puis j'ai comme eu un flash à un moment donné, je pense vraiment devant un générique, là. Puis j'étais comme, OK, mais il y a du monde qui travaille là-dedans, beaucoup de monde. Fait que juste tranquillement, je me suis dit, OK, là, il doit y avoir des programmes pour apprendre à être ce monde-là qui accompagne les artistes sans être des artistes. Puis je suis comme un peu tombée là-dedans. Fait que tout simplement, là, j'ai appliqué à l'École des médias de l'UQAM, puis j'ai été acceptée, puis
ça m'a comme ouvert à ce monde-là. Puis, tu sais, mes parents, au début, comme plein de parents, tu sais, étaient juste comme pas au fait, pas au courant de ces métiers-là. C'était loin d'eux, ouais, c'est ben ça. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, ils étaient comme, OK, ben, y a-tu de la job? J'étais comme, ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Pas en Outaouais, mais il y en a à Montréal. OK. Bon, ben, c'est ça. Tu sais, c'était juste il y a personne autour de moi qui faisait ça. Ouais. C'est comme ça, c'est tout simple. Puis est-ce que tu as eu un choc, justement, en arrivant à Montréal, en allant à l'université, dans ce domaine-là? Est-ce que tu as eu comme un petit reality check, mettons, OK, oui, il y a cette ouverture-là, il y a cette possibilité-là, mais maintenant, en quoi suis-je vraiment utile ou comment je me positionne là-dedans? Non. J'étais comme tombée dans la bonne affaire. OK, tu savais, tu as eu la confirmation. Je suis tombée dans la bonne affaire, j'étais à ma place. Il y avait de la place dans ce domaine-là pour... J'ai toujours eu des traits de leader. J'ai toujours eu des... Tu sais, j'ai toujours été présidente de classe, puis vice-présidente de tel conseil, de telle patente. Là, c'est comme... J'aime ça, m'entourer de gens. Je pense que j'ai des capacités naturelles de leader. Puis, tu sais, c'est pas une affaire de j'aime ça avoir des gens sous moi. Ça n'a rien à voir avec ça. J'aime ça fédérer des gens. T'as de la drive. Vraiment, tu sais. Puis ça m'intimide pas. Au contraire, ça me gêne pas de me positionner comme ça. Ça a toujours été le cas. Ça vient beaucoup du sport, là. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai été beaucoup capitaine dans les équipes sportives. Puis ça m'a mené à ce parcours-là plus leader. Tu faisais du basketball? J'ai joué 8 ans au soccer. J'ai joué 5 ans au basket. J'ai coaché au basket aussi. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup nourri d'être, tu sais, un coach, c'est une position de mentor. Je sais pas, ça m'a beaucoup nourri, ça. Fait que oui, effectivement. Non, je suis tombée dans les coms, puis tu sais, c'était évident que c'était pour moi. Puis il y a de la place en com pour être leader. Il y a de la place en com pour faire sa place, justement. C'est un domaine où, je le crois, parce que je le fais, là, mais c'est un domaine où il y a de la place à l'entrepreneuriat. Les communications, les médias, ça change tellement vite qu'il y a de la place pour ça. Fait que ça m'a plu énormément. Ça a été quoi tes premières expériences dans le domaine? Tu as fini ton bac à l'UQAM. Puis là, ensuite, tu as travaillé, tu as eu un stage en production, je crois, dans une boîte de production, puis... Attends, là. Ça fait longtemps? Oui. Ça a été quoi mes premières... Attends. Ah oui, OK, un peu. Oui, j'ai fait le bac en stade de prod à l'UQAM. J'ai fait un stage en événementiel, puis après ça, en fait, après mon bac, j'ai pris une année pour travailler. Puis j'ai travaillé en événementiel sportif, fait que c'était comme le rêve. J'aimais vraiment ça. Puis, en fait, pendant cette année-là, ça a été, c'est ça, les premières expériences professionnelles. Pendant cette année-là, je me suis rendu compte que je sentais que j'avais pas fini mon parcours scolaire. J'ai comme vraiment senti l'appel des bancs d'école, là, c'était comme évident pour moi que j'étais pas allée au bout de tout ça. C'est une démarche très personnelle parce que en com, en fait, personne va te demander ton diplôme. C'est rare quand même, jamais, les gens là. qui... Ouais. Vraiment pas. Puis, fait que je me suis inscrite à la maîtrise, puis j'ai pu être boursière pour poursuivre mes études là-dedans. Puis il y a des gens qui m'ont... Tu sais, il y a quand même plusieurs personnes qui étaient comme « Pourquoi tu fais ça? Dans quel job est-ce qu'on va te demander une maîtrise en com? » Puis la réponse, c'est « Aucune job. » C'est ça, il y a beaucoup cet aspect-là. Est-ce que ça va être utile, l'école, étudier, faire une maîtrise? Mais c'est ça, mais c'est deux choses. Est-ce que ça va être utile, c'est une chose. Est-ce que ce diplôme-là est important, c'est une autre. Le diplôme, il n'y a jamais personne qui va me demander ça. Est-ce que c'est utile? Extraordinairement. Parce que c'est à la maîtrise que j'ai appris à écrire. Tu sais, c'est à la maîtrise, là, j'ai écrit un papier de 120 pages. Ça se tenait de la page 1 à la page 120. T'sais. Fait que, tu sais, t'apprends à la dure, t'apprends à faire un projet aussi de longue haleine, un projet dont t'as le temps de t'écœurer, avec lequel t'as le temps de retomber en amour puis de réécœurer. Tu sais, c'est tout un projet perso important. Puis des projets comme ça, on en a après dans nos jobs. Des projets là qui durent puis il faut garder le beat. Fait que ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Ça m'a appris la maîtrise. C'est challengeant la maîtrise intellectuellement. On est ailleurs que dans le bac, tu sais. C'est plus intello, moins appliqué. Ça m'a appris à structurer ma pensée, puis j'allais dire à négocier, peut-être pas tant à négocier, mais à argumenter, à entendre la position de l'autre aussi, pas juste être braqué, vraiment, ça amène une forme d'intelligence, là, tout simplement, fait que ça a été infiniment utile, la maîtrise. Là.
Et est-ce que c'est à partir de cette maîtrise-là que tu as pu obtenir ton poste au Fonds des médias du Canada en tant qu'analyste? Oui, effectivement. C'était pas, encore une fois, c'était pas un prérequis d'avoir une maîtrise, mais c'était juste un bon addon, là, que quand j'ai terminé... quand j'ai choisi un sujet de thèse de maîtrise qui était pas trop mal, qui était bien positionné. C'était sur la web télé? Oui, c'est ça. J'ai fait ma thèse sur les web-séries, puis dans le fond, de quelle manière les diffuseurs télé se servaient des web-séries pour expérimenter ou à quoi ça sert, dans le fond, les web-séries. Tu sais, c'était des grandes questions. Puis il faut comprendre que là, ici, maintenant, c'est comme putain novateur, là. Mais quand je l'ai fait, c'est en 2010, il a fallu que j'explique à mon jury de thèse c'était quoi une web-série, tu sais. C'était une autre époque, quand même, ça fait 8 ans, c'est au début d'une courbe, là, tu sais, vraiment. Fait que oui, ça a été bien, puis ça m'a positionné. Ça a été le premier pas qui m'a positionné vers le web. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu assez évident, c'est devenu flagrant que le média qui me parle le plus, le médium où moi je me retrouve, c'est le web, et puis plein de cultures et sous-cultures du web. Puis ça a été ce choix de faire cette thèse dans ce sujet-là, ça a été le premier pas qui m'a amené vers l'Internet. Fait que ça a été important, puis donc ça m'a positionné de manière favorable pour avoir un poste d'analyste au Fonds des médias. Fait que quand je suis sortie de la maîtrise, j'avais déjà un job qui m'attendait, ce qui est un luxe extraordinaire. Mais oui, donc j'ai commencé cette job-là tout de suite après. Le web, donc c'est cette idée-là un peu de se construire, d'avoir la liberté de partir ses projets, puis d'avoir comme ce monde infini-là de possibilités. C'est-tu comme ça que tu le vois, le web, l'Internet, parce que c'est tellement vaste? Ouais, c'est l'idée entrepreneuriale un peu dont tu parlais tantôt. Je trouve que après, là, c'est comme une grande phrase un peu naïve, là, mais tu sais, le web où tout est possible. Ouais. Tout est possible. Il n'y a pas cette fameuse expression, là, je connais pas la façon francophone de le dire, mais il n'y a pas beaucoup ou pas du tout de gatekeepers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... faut pas passer par beaucoup d'étapes pour faire quelque chose. Il n'y a pas de barrière. En témoigne ce podcast. Tu comprends? Oui. Tu sais, c'est empowering, le web. On fait des choses. Tu veux faire quelque chose, fais-les. Tu sais, c'est tout ce que ça te prend, c'est une connexion Internet. Versus des domaines comme la musique ou la télévision, là, faut être... En tant qu'artiste ou en tant que créatif ou créateur ou artisan, il faut être choisi par beaucoup, beaucoup de gens avant d'arriver à avoir le droit de faire son art ou ça, tu sais. Fait que le web, je trouve ça très power to the people, tu sais, très empowering en ce sens-là. Je l'ai dit tantôt, moi, j'aime bien les gens... faut que je trouve le bon terme pour dire ça. J'aime bien les gens un peu... weird, ou les gens, tu sais, qui sont vraiment passionnés d'une chose, les geeks, là, tu sais. J'aime les gens, j'aime les univers un peu geek, un peu nerd, il y a plein de niches un peu weird qui m'intéressent, tu sais, comme... Comme quoi, mettons, c'est quoi ton côté geek à toi, là, qui va t'interpeller? Ben, tu sais, il y a toutes sortes de trucs. En fait, c'est un peu drôle à dire, mais je suis fan des fandoms. J'aime m'intéresser à un fandom. Je trouve ça fascinant, je trouve ça... tu sais, j'aime les fans. J'aime ça, des gens passionnés de quelque chose qui savent tout de la culture Star Wars ou qui savent tout de telle bande de K-pop. Comme, ça m'intéresse, cette attitude-là dans la vie, cette position-là dans la vie, d'être très fan et d'être très dédié à quelque chose. Mais t'es un peu toujours à l'extérieur de ça. Ouais, non, moi, il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup aussi, là. Tu sais, il y a des youtubeurs que je croiserais dans la rue, puis c'est sûr que je voudrais mon selfie, là, je te dirais, là. J'aime beaucoup, tu sais, de ces temps-ci, là, je suis vraiment dans une bulle hip-hop, là. J'aime beaucoup, j'en consomme beaucoup, ça me parle beaucoup. Puis encore une fois, le hip-hop, c'est vraiment une niche, là. On est loin de la culture populaire. Fait que le web permet à plein de gens comme ça d'exister puis de trouver des semblables. Puis c'est la même chose sur YouTube, puis c'est pour ça que j'aime tellement ce médium-là. YouTube, c'est le médium idéal pour trouver des semblables, pour trouver des gens qui trippent sur les mêmes affaires que toi. Je trouve ça extraordinaire. C'est une communauté. Créer des communautés, trouver des gens, se sentir moins tout seul, se sentir moins weird de tripper sur tel ou tel truc, tu sais. Ouais, j'aime ça beaucoup. Fait que donc, ça a été mon premier pas vers ça, le web, ouais, vraiment. Puis... à un moment donné, t'as voulu, c'est quoi, changer d'air au FMC? Tu sentais que, bon, tu stagnais un petit peu, puis t'avais envie d'un nouveau défi, puis est-ce que c'est là que le slingshot est arrivé dans ta vie? Ouais, j'avais vraiment une super belle job au Fonds des médias du Canada, là. Mon travail, c'était de comprendre les tendances médias.
Donc, mon travail, c'était d'aller dans des conférences, de lire des billets de blog, de lire des rapports de recherche, d'analyser. Mon travail, c'était d'avoir une intelligence média. Puis c'est un luxe extraordinaire, là. Je veux dire, dans nos travails au quotidien, on a rarement le temps de réfléchir, tu sais, puis de se poser, puis de vraiment... je me demande bien si, je lirais tel livre pour éclairer ma réflexion. Tu sais, c'était vraiment précieux. J'ai vraiment aimé ce travail-là. Ça faisait appel aussi à tes talents de vulgarisatrice dont on parlait tantôt. Cette idée-là d'avoir de l'information, de la remâcher, puis de la... Oui. Parce que dans le fond, ton travail, ça servait pour prendre des décisions, ultimement, au fond des médias du Canada, pour choisir comment financer des projets par la suite? Oui, mon travail servait à vulgariser, en fait, t'as tout à fait raison, les tendances médias pour bien éclairer les décisions stratégiques du fonds, mais aussi pour éclairer les gens qui font partie du monde des médias et qui bénéficient des fonds. C'était vraiment à double objectif, c'était de... Ça va tellement vite, ça va vite, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est international, ça vient de tous bords, tous côtés. Tu sais jamais quand il y a quelque chose vraiment de nouveau puis d'important qui va venir, mais tu sais jamais non plus quand la nouvelle tendance, elle est pas importante. Tu sais, il y a beaucoup de bruit. Puis trouver le signal important dans le bruit, ça s'apprend, ça. C'est juste en consommant beaucoup, là, puis en lisant beaucoup. Fait que c'était ça mon travail, ultimement, à ce fond-là. Puis j'ai beaucoup aimé ça. C'est juste qu'au terme de 2 ans, j'ai eu très envie, je m'étais un peu positionnée, puis je m'étais positionnée comme quelqu'un qui sait, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui sait les choses. Il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient « Hey, toi, tu dois savoir ça. » Parce que c'était vrai, tu sais, j'avais le luxe de faire ça. J'ai eu envie de revirer de bord puis de faire. J'ai eu envie de faire un projet, de trouver quelque chose à bâtir. J'avais assez pensé, j'avais envie de faire. C'était vraiment ça. Fait que quand j'ai démissionné de ce poste-là, j'avais pas de plan. J'aimais tellement mon travail que je pouvais pas penser à un autre plan. Fallait que j'arrête ce travail-là pour prendre un pas de recul. Prendre une pause. Prendre un pas de recul, voir aussi ce qui allait venir. Voir ce qui allait venir à moi ou s'il y aurait pu y avoir rien. Hein, mais, non, voir. Je pense pas. Je pense que tu as eu plusieurs offres. Oui. Puis, c'est ça, fait que j'ai pris un genre de à peu près 4-5 mois. J'ai pris des mandats à mon compte, puis j'ai pris le temps un peu de faire le point là-dessus. Puis après ça, l'opportunité chez Attraction est venue. Mais j'ai l'impression que toi, t'arrêtes jamais. C'est-tu juste une impression ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, en voyant tout ton parcours, les projets que tu as menés, tu as quand même bâti le Slingshot qui représente, je pense, 30 YouTubers en ce moment. J'ai l'impression que toi, tu peux pas te contenter de faire du 9 à 5, puis je rentre chez nous, écouter la TV, puis tu sais, on dirait que tu veux aller au-delà de ça, au-delà de la masse, si on veut. Mais ça n'a rien à voir... En fait, j'entends très bien ce que tu dis, mais ça n'a rien à voir avec... J'ai pas de jugement face aux gens qui vivent leur vie comme ça. Pas du tout, là. C'est bien correct, là. C'est pas comme... Je peux pas croire que je vais être comme ces gens-là. Ça n'a rien à voir, là. C'est vraiment... C'est dans ma personnalité, je pense. Puis, c'est mine de rien aussi, ça fait quand même plusieurs années que je suis avec mon chum. Puis, il est pareil. Fait que dans un couple, tu t'accélères beaucoup ou tu te calmes ensemble, tu sais. Quelqu'un qui est très passif peut mener l'autre à... Mais dans mon couple, c'est le contraire. J'ai choisi quelqu'un qui est sur le même beat que moi. Un entrepreneur. Un entrepreneur qui est plutôt du côté management, du côté économique, de la force versus moi, là, qui est du côté média. Mais ça reste que d'être avec quelqu'un qui est drivé, ça te drive et vice-versa, tu drives l'autre. Fait que, non, il n'y a pas eu de moments creux. Il n'y a pas eu, pas trop de moments creux. Faut faire attention, c'est important les moments creux. C'est important parce qu'on se pose des questions importantes dans ce temps-là. Puis justement, c'est un peu ça la mission du FEALCamp que tu as cofondé. Je pense qu'il y avait déjà eu une édition avant que vous leur partiez vraiment... Mon Dieu, t'es bien informée. Seigneur, moi-même, je l'oublie, ça. Oui. C'est un peu ça, tu sais. Fait que c'est l'idée de valoriser ça, justement, ces creux-là, ces moments-là. Puis ce qui est terrible, c'est pas terrible, mais... Ce qui fait partie de la réalité dans tout ça, c'est que, tu sais, j'ai été interviewée récemment sur FEALCamp, puis on me demande, évidemment, à chaque fois qu'on faisait des entrevues comme ça, quel est ton échec? Puis, tu sais, la réponse, c'est « j'en ai pas encore ». Puis, moi, ma réponse, c'est pas « j'en ai pas ». C'est « j'en ai pas encore ». Puis, même, ça me met un peu sur les nerfs de pas encore avoir eu un échec important parce que je me dis...
ça veut peut-être dire que je prends pas assez de risques. Ça veut peut-être dire que j'essaye pas assez fort. Mais bon, ça viendra. Ça viendra bien assez vite. T'as-tu l'impression que les gens trouvent ça un peu prétentieux que tu dises ça? T'sais, Non, moi, j'ai pas eu d'échec. Non, c'est parce que c'est la réalité. Fait que ce qui me fait dire que je me suis peut-être pas assez mis en danger. Pour vrai, là, c'est sincère. Tu sais, j'ai eu des échecs comme tout le monde. Mais c'est quoi ta vision de l'échec, mettons? Tu sais, pour toi, ça serait quoi un vrai échec? Une faillite, vraiment un projet qui fonctionne pas ou qui fonctionne pas assez. Tu sais, mais c'est dans toutes les sphères, hein. J'ai jamais eu d'échec amoureux non plus. Tu sais, j'ai pas eu de grosses ruptures. Les chums que j'ai eu avant mon chum, tu sais, comme, c'était des amis à la fin, puis tu sais, on se quittait en se souhaitant le meilleur. Tu sais, j'ai pas eu de fail important, j'ai pas rentré dans un mur, je me suis pas... tu sais, des fois, c'est vraiment bête, là, mais comme, j'ai pas eu de grosses blessures ou de commotion cérébrale qui a fait que ma vie a arrêté. Ou des moments où le moral est pas là, mettons, dépression, ouais. Ben, tu sais, ça va, ça a un peu toujours été. Puis ça fait des années que, ben là, je le fais plus faire le camp, là, parce que je fais le slingshot vraiment à temps plus que plein, là. Mais j'y vais quand même toujours, puis toutes ces conférences-là tournent autour du fait que les erreurs nous amènent ailleurs, font de nous des meilleurs entrepreneurs, des meilleures personnes, des meilleurs chums ou blondes, des meilleurs parents, tu sais. C'est toujours le discours qui ressort de ça. Fait que moi, je suis comme, oh, mais moi, je suis pas meilleure grâce à mes échecs, tu sais. Mais pour vrai, ça va venir. Inévitablement, ça va venir. Je vais tomber sur, à un moment donné, le marché va plus être bon. Ou je vais tomber sur quelqu'un ou un groupe de gens qui vont pas m'apprécier, puis qui vont faire en sorte qu'un de mes projets marchera pas, ou tu sais, ça va arriver. Mais vu que t'es préparé un peu mentalement à ce que ça arrive, est-ce peut-être que tu vas pas l'aborder comme un échec? Oui, ou ça va, oui, peut-être. À voir, on sait pas, dans le fond. Je vais être comme, ou je vais juste moins, ou je n'aurai pas peur des mots, puis je le dirai, ceci est un fail. Tu sais, dans le quotidien, il y a toujours des mini-échecs. Il y a plein de mini-échecs tout le temps, tous les jours. Puis c'est super important pour moi. J'essaie d'implanter ça dans mon équipe, entre autres, tu sais, quand on se plante dans quelque chose, quand on est poche dans quelque chose, de un, c'est pas grave, on ne perd pas des gens, là. Ça va, tu sais, l'Internet. Ça donne rien de se taper ses doigts. Vraiment pas, mais de deux, surtout, prenons le temps de le comprendre. OK, on a été poche à ça. Prenons 2 fois plus de temps pour comprendre ça que pour comprendre pourquoi notre autre truc a vraiment bien marché. C'est important pour moi de ne pas avoir peur de dire « Ben non, là-dessus, on a été mauvais. » là, tu sais. Mais c'est rare, les gens qui vont dire ça. Ouais. Des patrons, des boss qui vont dire « Ouais, non, ça, c'était pas fort. » Mais tu sais, non seulement de le dire, mais comme là, gang, on prend du temps ensemble pour comprendre pourquoi on a été poche. Ou de pas mettre la faute sur quelqu'un non plus, ouais. là. Ah non, moi, je own beaucoup mes fails. Ouais? Oh, oui. Je commence beaucoup de phrases par « c'est ma faute ». Tu sais, YOLO, là. À un moment donné, là, pas de temps à perdre, là. C'est ma faute, on passe à autre chose, là. Ouais. Mais c'est tous des petits échecs. J'ai pas jamais frappé un mur, là. Ben, je te le souhaite pas, quand même. Ben, je te le souhaite, puis je te le viendra, souhaite pas, on sait ça pas. viendra. Ouais, mais, t'as-tu le vertige un peu de ta vie? T'sais, tu l'as dit, t'es super occupée, tu t'as toujours mené 1000 projets, tu sais, Creative Mornings, pas tant, c'était là. quand même... Non? Non, là, ça c'est juste va, une perception? Ouais. Tu sais, un soir sur 2, j'étais au parc à chiens en short, là, puis c'est bien relax, puis je regarde mes chiens courir, là. C'est pas comme... Ça va, tout va bien, là. Ouais. Mais c'est gentil, merci, mais pas du tout, là. Non, mais tu sais, des fois, c'est ça la perception qu'on peut avoir des gens, tu sais, comme toi qui réussissent, qui mènent des projets, tu sais, on se dit, mon Dieu, quelle vie... Ben, j'ai aussi cette perception-là de plein d'autres gens, ça, là. C'est clair. Mais non, là, c'est équilibré, sain. Je pense que c'est sain. Non, je m'entraîne, je cours, je vais me promener les chiens. Je perds mon temps, des fois. C'est comme essentiel de perdre son temps, là. Vraiment. Mais tu travailles dans YouTube. Tu sais, dans le monde de YouTube, j'imagine que quelle allusion plate! Oh non, faut pas aller là, non! Non, pour moi, YouTube, c'est vraiment un médium, à mon avis, qui change le monde. C'est un médium qui change la vie de plein de gens, de plein d'individus. Je parle pas des YouTubers, là, je parle des abonnés. Pour moi, c'est un médium extraordinaire. C'est un vecteur de démocratie, surtout dans certains milieux. Pas le nôtre, ça va, mais quoique...
quoique, c'est de moins en moins évident de trouver encore une fois le signal dans le bruit, dans tout ça, mais non, pour moi, YouTube, c'est loin d'être une perte de temps. Personnellement, j'en ai fait ma job. Ça, c'est à quel point c'était pas une perte de temps. Mais non, au contraire, cette perception-là existe encore beaucoup, puis je trouve ça super dommage. Il y a du riche, puis il y a du beau, puis il y a du bon sur YouTube, là, vraiment. Bien, parlons-en du slingshot, de ton travail, justement. La manière que t'en parles, tu sais, c'est évident que t'es passionnée, tu sais, que le slingshot, c'est né vraiment d'un vrai intérêt. T'as pas voulu nécessairement surfer sur une vague. Genre ça va être big dans 3 ans, fait qu'on le fait pantoute. Parce que tu dis, mettons, tu sais, Slingshot, ça appartient à Attraction Média. Tu dis, tu sais, ils ont dû voir quand même une opportunité d'affaires dans le fait de partir une agence de YouTubers, tu sais. Ouais, oui, sûrement, mais... Ils sont pas là pour faire des cadeaux, tu sais, on n'est pas une OBNL. Non, c'est ça. C'est une entreprise. Ça demeure une entreprise, mais à la base de ça, on était 2, Michaud Marquis-Rose et moi, puis les 2, on était drivés par la même passion. En fait, c'est pour ça que j'ai été embauchée chez Attraction. Il m'a spoté, on se connaissait un peu du milieu, il m'a spoté, puis l'approche, ça a vraiment été vraiment, t'aimes ça YouTube, t'en manges, t'es calé là-dedans, puis lui, il l'était tout autant. Puis c'est parti d'un réel intérêt d'aider. On est arrivé rapidement au constat qu'il n'y avait rien pour les créateurs d'ici. C'est ça, au Québec, il y avait rien, puis alors qu'ailleurs, il y avait des trucs. Puis il y avait des bons trucs, puis il y avait des mauvais trucs. Puis c'était juste ce constat-là de base. On parle d'agence de représentation de Absolument. YouTubers? Tu sais, de toutes sortes d'entités qui structurent le monde YouTube, de toutes sortes de types de façons de travailler avec des YouTubers, représenter des YouTubers, se servir des YouTubers, écraser les YouTubers. Il y avait de tout, en fait. Puis nous, c'était tellement un réel intérêt, là. Tu sais, moi, j'écoute encore aujourd'hui beaucoup de YouTube, là. Puis c'était un réel intérêt d'aider ces gens-là. Encore une fois, moi, je suis pas créative. Moi, je connais évidemment les rouages de cette plateforme-là. Fait que j'ai toutes les connaissances pour lancer une chaîne YouTube, puis je saurais comme où m'en aller, puis je saurais qu'il faudrait que je publie régulièrement, puis que tu sais. Mais c'est pas mon intention, c'est pas mon intérêt. J'avais envie de faire rayonner d'autres gens que je trouve extraordinaires, puis dont la voix mérite une encore plus grande portée, si on veut. Vraiment. Puis j'avais envie d'aider. Il y avait aussi une intention d'affaires derrière ça. J'avais envie d'aider ces gens-là à pouvoir vivre de YouTube, à pouvoir vivre de leurs activités en ligne. Fait qu'il y avait un projet d'affaires derrière ça aussi. Mais quand tu parles de YouTube, tu parles vraiment des créateurs sur YouTube, pas nécessairement, tu sais, il y a toutes sortes de contenus sur YouTube. Oh, absolument. Non, c'est ça, pas des vidéos d'animaux, là. Non, c'est ça, tu parles vraiment de... Quoique, tu serais surprise. On a vendu des contrats à des marques avec des animaux de nos YouTubeurs. OK. Mais c'est anecdotique. Vraiment, c'est anecdotique. Non, je te parle pas genre des animaux qui deviennent des vedettes, là, comme qui ont des comptes Instagram. Oui, mais là, rendu là, ça, c'est la partie, faut pas se prendre trop au sérieux dans la vie. Tu sais, c'est juste drôle, là. C'est juste drôle, puis tu sais, un chat qui a 100 000 abonnés, c'est juste drôle, mais on s'entend que ça change pas le monde. Par contre, moi, je pense que YouTube et certains YouTubeurs changent le monde par juste des discours. Tu sais, il s'agit de tomber sur des gens qui nous parlent à nous. Il s'agit de tomber sur un YouTuber ou une YouTubeuse qui nous parle vraiment à nous pour comprendre ce que je veux dire par... Ils changent la vie des gens ou, tu sais, ils ont vraiment un impact intéressant. Puis on essaie de sélectionner les gens qui sont représentés au Slingshot basés tous sur les mêmes valeurs. On cherche des gens qui sont vrais, on cherche des gens qui sont proches de leur communauté, on cherche des gens qui racontent quelque chose ou qui montrent à faire quelque chose, ça dépend. On cherche des gens qui font tout ça dans des bonnes valeurs. Tu sais, il y a une quête d'authenticité quand même. Absolument. Puis derrière tout ça, il y avait aussi, là, il faut le dire, il y a un projet d'affaires. Il y avait une opportunité d'affaires, là. Il n'y avait rien ni personne qui s'intéressait à eux ou qui les encadrait. Fait que la voie était libre, le timing était bon. Parce qu'il y a des pièges, j'imagine, quand on est youtubeur, tu sais, quand on se fait approcher par des marques, on doit se faire approcher de plusieurs façons, par plusieurs types de marques, puis c'est de faire des choix aussi, puis de rester dans cette authenticité-là, de pas s'éparpiller, puis de pas accepter n'importe quoi, parce que tu perds, j'imagine, le lien avec mais pas nécessairement, avec tes abonnés. Faut bien le faire, puis il faut bien les choisir. C'est pas en faisant une collaboration avec une marque bien choisie, qui fit réellement dans ton narratif de vie ou dans où t'es rendu dans ta vie. Ça peut même enrichir la relation que tu as avec ta communauté. Là, c'est pas toxique ou mal. Quand c'est mal fait, c'est vraiment triste, là.
Tu sais, quand c'est mal fait, là... Tu dois en voir des fois que tu dis, mon Dieu. Tellement, là. Tellement. Puis, tu sais, évidemment, mon réflexe, c'est, mon Dieu, elle est donc bien mal entourée. Tu sais, c'est qui son agent? Voyons, qui la laisse faire ça. Tu sais, c'est juste un réflexe professionnel, là, mais non, effectivement, là, on avait envie d'encadrer ces gens-là. Puis, ces gens-là, faut le répéter, faut revenir à ça quand même. De un, ils sont relativement jeunes. La plupart des youtubeurs au Slingshot sont dans la vingtaine. Fait que, tu sais, ils n'ont pas 12 ans, là, mais ils sont quand même... la moyenne d'âge doit être à peu près à 24 ans. C'est des créatifs. C'est vraiment des gens qui ont un charisme, un talent devant la caméra. C'est des gens qui apprennent à réaliser, à monter, à faire du son. C'est ça, ils font tout eux-mêmes. C'est impressionnant, pareil. Vraiment. Fait que c'est des gens qui sont drivés par la création. La plupart d'entre eux n'ont aucune envie et aucun intérêt à négocier des contrats. Ils sont juste pas, ils sont malhabiles, ils sont pas intéressés, ils ont juste pas le goût de ça, ils ont envie de créer puis de connecter avec une communauté. Nous, c'est ça notre force, c'est le côté business de ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est ça qu'on propose comme service, puis c'est comme ça qu'on l'explique aussi aux youtubeurs qu'on recrute, tu sais. C'est vraiment, on est le côté business, tu demeures le côté créatif. Ensemble, on forme un team, tu sais, un management team, puis on va de l'avant avec ça, tu sais. Au niveau créatif, est-ce qu'il y a quand même un accompagnement qui peut se faire? Par exemple, vu qu'Attraction produit de la télévision, tout ça, j'imagine qu'il y a des petites connexions qui se font entre les deux entités, entre les Slingshot puis d'autres médias. Attraction au sens large, oui, complètement. Puis, tu sais, on fait partie d'une boîte créative, fait qu'on a des sensibilités créatives. Puis, il y a plein de créatifs dans la boîte, au Slingshot, mais chez Attraction au sens large. Puis, oui, quand ils arrivent à des blocages créatifs, quand ils sentent qu'ils ont besoin de se renouveler, quand ça va pas, puis ils savent pas pourquoi, les vues sont moins là, la communauté réagit moins, tout ça, ben on brainstorm avec eux, on les accompagne. C'est pas rare qu'il y en a qui viennent travailler avec nous au bureau, tu sais, voir du monde, mine de rien, quand t'es travailleur autonome, ça fait du bien. Fait que oui, on a cette sensibilité créative-là, mais à la fin, c'est eux. Ils ont la liberté totale. Oui. Puis, tu sais, des fois, c'est plus des abonnés qui posent ces questions-là, mais des fois, les abonnés, c'est bien mystérieux pour eux, les agences, tu sais. Puis je comprends, là, avec raison, là. Mais, tu sais, ils se demandent si tu veux qu'ils te disent quoi filmer, si tu veux qu'ils répondent à tes commentaires. Oh my God, non! Tellement pas, là, tellement pas. C'est réellement... C'est encore tous les youtubeurs qui font leur succès. Ils sont responsables de leur succès. Puis c'est pas parce qu'ils signent dans une agence que là, tout d'un coup, le YouTube game vient de devenir plus facile, là. C'est pas vraiment... une vedette qui gère Non, rien. non, hey, pantoute, là, ils sont vraiment responsables de leur truc, puis s'ils arrêtent de faire des vidéos, il y en aura plus de succès, là. Tu sais, c'est vraiment à eux. C'est juste qu'on est un accompagnement qui fait en sorte qu'ils peuvent vivre de ça. Qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une job à côté, ou qu'ils peuvent mieux vivre de ça, ou qu'ils prennent des meilleures décisions d'affaires. Parfois des meilleures décisions créatives dans certains cas. C'est vraiment, il faut le voir comme ça, mais à la fin, c'est pas nous qui fait le montage, là. Mais c'est quoi ta relation avec eux? Est-ce que tu es très proche de chacun des YouTubers que tu représentes ou tu gardes quand même une distance vu que tu es leur agent? Ouais, non, le modèle qu'on a choisi, c'est vraiment un modèle de grande proximité. On choisit nos gens, on les choisit, on est assez sélectif. Puis on les connaît, on essaie de les connaître le mieux possible. Là, ça va sonner un peu, tu sais, c'est un peu cliché, là, mais on les choisit vraiment parce qu'on les aime, là. On aime ce qu'ils font, on aime qui ils sont. Tu serais pas capable, je pense, de t'investir dans quelqu'un tu crois pas. Non, mais beaucoup d'énergie aussi, il faut le dire, ça. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Évidemment, c'est notre travail, c'est normal, là, mais fait qu'on... Non, c'est ça marcherait pas si on croyait pas au gars ou à la fille là, derrière, là, tout ça. Fait que non, on les choisit bien, puis, tu sais, jamais on va... mine de rien, les mots qu'on choisit dans une entreprise pour parler de ce qu'on fait sont importants, puis jamais on s'est dit entre nous qu'on signe des chaînes. On signe des créateurs. On choisit d'abord et avant tout l'individu. Après, mais oui, on regarde ses statistiques, on regarde s'il y a une progression, on regarde si sa chaîne est en santé, si son compte Instagram va bien. T'sais, oui, il y a une partie analytique, mais d'abord et avant tout, on signe l'individu, le créateur. Mais l'analytique, ça aide la création aussi. Je pense que quand tu comprends un peu comment les gens reçoivent ce que tu fais ou comment c'est reçu, comment tu peux rejoindre les gens. Ça te donne des cues, ouais, ça te donne des indicateurs de ce qui plaît pas, mais il faut faire attention parce que faut pas juste faire ce qui plaît. Non.
Parce qu'après, on fait toujours la même chose, de deux, tout le monde se fait à faire la même chose, puis comme, tu sais, on se souviendra de certaines tendances sur YouTube, là, tu sais, que vraiment, de Tout le manière monde unilatérale, faisait, là, pendant 3 mois, tout le monde faisait ça, puis tu sais, fait que je pense que les YouTubeurs qui durent, YouTube, c'est vraiment, ce n'est pas un sprint. YouTube, c'est un marathon. C'est sur des années que ça se bâtit la communauté. Puis des années à coup d'une vidéo par semaine ou une vidéo 2 semaines. Mais tu sais, c'est de la job, là. C'est pas une affaire... YouTube, dans le monde des YouTubeurs, c'est pas une affaire de vidéo virale. C'est une affaire de bâtir une communauté à long terme. Puis ça, de l'extérieur, je peux comprendre que c'est pas perçu comme ça, mais c'est ça que c'est, en bon français. Tu sais, les youtubeurs, certains youtubeurs, certaines youtubeuses qui fonctionnent le mieux au Québec, c'est des Cynthia Dulude, c'est des Alexandra Larouche qui sont là depuis... Ils ont leur chaîne YouTube depuis 8 ans. Avant même qu'elle Avant que puisse ça vivre soit de ça, hot, puis mais avant qu'elle sache qu'elle puisse même faire de l'argent avec ça, là, il y a plusieurs de ces créatrices-là, en fait, toutes ces créatrices-là à ce moment-là, créateurs aussi, ont parti leur chaîne juste par passion, là, par envie de partager quelque chose, puis tu sais, ils se sont rendus compte à un moment donné que ça pourrait devenir un travail. Puis je pense que c'est les bonnes raisons. C'est les bonnes raisons pour partir une chaîne YouTube. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ils sont des one-man army, des one-woman army. Tu sais, ils sont seuls là-dedans à la fin. Bon, il y en a qui sont en duo, là. Ils sont 2, là, mais tu sais, c'est vraiment... c'est beaucoup sur leurs épaules. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Ils se décrivent jamais comme des entrepreneurs. Pourtant, mais pourtant, il y a une démarche vraiment très entrepreneuriale de se dire comme... Hey, moi, j'ai envie, tu sais, de mettre out there, de créer un truc, puis de connecter avec une communauté. Fait que je vais pas attendre, puis passer des auditions, puis attendre qu'on me choisisse, puis respect pour ce trajet-là. Mais ces gens-là ont plutôt l'instinct de dire, je vais aller m'acheter une cam, je vais apprendre à monter, puis by the way, il y a plein de youtubeurs qui apprennent à monter en écoutant les tutoriels YouTube. C'est comme la roue qui se nourrit. Mais ça, c'est un classique de la vie, là, maintenant. T'as besoin d'apprendre quelque chose. Tu demandes à YouTube, là, how to... ouais, c'est ça. Tu sais, ils le font. Puis ils se rendent même pas compte... À un moment donné, ils s'en rendent compte, mais au début, ils se rendent même pas compte que c'est très entrepreneurial comme démarche. Pour eux, c'est plus artistique que quoi que ce soit d'autre, là. Ouais. En tout cas, j'aime vraiment travailler avec ces gens-là. Ça se sent tellement, je pense que ça se fake pas, là, de la manière que t'en parles. Mais je trouve ça fascinant, justement, que tu sois aussi passionné par les YouTubeurs, parce que, tu sais, c'est des gens assez jeunes, ils rejoignent aussi leur communauté. Souvent, c'est des jeunes adolescents, tout ça. Mais ça, c'est un mythe. C'est un mythe? C'est un mythe. C'est un mythe. Il y a certains YouTubeurs dont la communauté est principalement constituée d'adolescents, mais en fait, même pas la moitié des YouTubeurs du Slingshot, c'est comme ça. Là. Ah oui, OK. Oui. C'est vraiment, on parle aux plus jeunes, oui, mais les plus jeunes au sens large de la société, là, fait qu'on parle aux 13 à 34 ans. Quand même, fait que là. ça couvre l'âge. Fait que le 13-17, là, c'est une portion, puis c'est une portion importante, puis c'est les fans les plus vocaux, c'est les fans qui se déplacent dans les événements, c'est les fans qui demandent des autographes, qui demandent des selfies, évidemment. C'est les fans qui ont des posters. Mais, tu sais, c'est l'âge... ça l'adolescence aussi, c'est ça l'adolescence, c'est l'âge auquel on est fan. Puis à un moment donné, on demeure fan de trucs, c'est juste qu'on devient plus silencieux, là. On se déplace moins un samedi pour aller faire signer un poster, là, tu sais, on le vit autrement. Mais non, c'est un mythe de penser que c'est vraiment... Il y en a des ados puis des plus jeunes qui sont super importants, là, mais c'est pas vrai. Tu sais, personnellement, après, c'est de l'anecdote, mais tu sais, personnellement, mon youtubeur préféré, il a 36 ans, puis tu sais, il parle à des gens de mon âge, là, c'est pas... Oui, ce qu'on voit souvent, c'est des hordes d'adolescents, tu sais, dans les visuels, mais c'est une partie de la réalité. Mais continue ta question. Ben en fait, c'est que je me demandais si... Tu sais, t'es encore très jeune, là, je dis pas que... Mais je me demandais s'il y avait un clash, mettons, de génération. Déjà, est-ce que tu le sens avec la nouvelle génération de YouTubers que tu sens que, tu sais, toi, t'appartiens comme un peu à un autre univers ou t'es tellement près de cet univers-là que pour toi... Ben, tu sais, oui, ils sont plus jeunes que moi, là, mais... à l'exception de 2, là, il y en a 2 qui sont plus vieux que moi, oh! You know? Tu sais, j'ai 31 ans, c'est pas... Ouais, c'est ça, là, j'imagine que si on moyenne d'âge 24 ans, c'est pas une... Oui, non, ils sont plus jeunes que moi, mais j'ai pas besoin d'être comme eux pour les représenter, en fait, au contraire. L'expérience que j'ai, tu sais, la maturité que je peux avoir
de plus qu'eux juste parce que je suis plus vieille, c'est un avantage, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'être comme eux puis de triper nécessairement sur les mêmes affaires, puis... C'est complémentaire. Mais vraiment, tu sais, je les apprécie comme créateurs ou comme individus. Après, on s'habille pas dans les mêmes boutiques puis on n'écoute pas la même musique, même quoique, là. Si t'aimes le rap, c'est ça, ça. Il y a plein de youtubeurs qui aiment le hip-hop, là. Mais, tu sais, j'ai pas besoin d'être comme eux pour les apprécier puis les accompagner, là. Ça n'a rien à voir, là, tu sais, c'est pas... Après, je suis comme... Si je faisais pas ce que je fais, est-ce que j'irais faire des line-up pour faire mon selfie avec la youtubeuse de 19 ans? Ben non, tu sais, mais ça veut pas... Tu sais, c'est mon travail, c'est mon travail. Je dis ça comme si c'était une tâche, tu sais. C'est pas une tâche, là, j'ai créé... Tu sais, on l'a fait, là, on a créé ça parce qu'on avait envie de faire ça. Non, faut faire attention, là, c'est pas parce que j'ai pas leur âge, au contraire, là. Au contraire, ça me donne un peu plus de recul, là. Puis comment ton agence se positionne par rapport à Instagram, par exemple, qui est une nouvelle plateforme qui diffuse d'autres genres de contenus, mais souvent, quand on parle d'influenceurs, ça comprend maintenant les Instagrammeurs, les YouTubeurs. Ouais. C'est-tu complémentaire ou c'est carrément un autre univers? Complètement, c'est super complémentaire, mais tu sais, là-dessus, je serais curieuse de t'entendre parce que je suis divisée, tu sais, tu remarqueras que tu as été la première dans la conversation à utiliser le terme « influenceur ». C'est pas un terme que je chéris particulièrement. C'est un terme, encore une fois, c'est mon avis, là, mon opinion personnelle, mon point de vue. C'est un terme que je trouve particulièrement creux. C'est un néologisme, là, ça n'existait pas il y a 10 ans, ce mot-là. Là. Puis c'est un terme creux, tu sais. L'influence, c'est le résultat d'un travail. L'influence, il y a plein de gens qui sont influenceurs. Elon Musk est un grand influenceur du monde de l'énergie renouvelable et des transports. Mais on ne présente pas Elon Musk influencer. Tu sais, pas tout, là. Parce que c'est pas ça le but à la base. C'est ça, son influence est le résultat d'autre chose, d'un travail, d'une connaissance, tu sais, d'une passion, whatever. Mais, fait que c'est un peu comme ça que je le vois, tu sais. Ils ont de l'influence parce qu'ils font autre... L'influence en soi, là, c'est pas comme un métier, là, c'est un résultat. Fait qu'influenceur, personnellement, je trouve ça bien creux comme mot. C'est un terme que les médias ont adopté pour les qualifier. Ça vaut pas la peine de rentrer dans le débat à chaque fois qu'un client nous appelle pour faire affaire avec nos influenceurs. C'est bien correct, là, on y va avec ça, là. Mais, tu sais, ça vaut pas la peine de se battre. Perdrait bien trop de temps dans une journée. Mais non, mais tu sais, voyons. Mais si on se permet d'y réfléchir puis d'aller au fond de ça, personnellement, là, ma position, elle est claire. Là, l'influence, c'est le résultat d'un travail ou d'un succès ou d'un charisme, mais c'est pas en soi un métier. Fait que, tu sais, faut arrêter d'écrire ça dans sa bio Instagram, là. Ton titre dans la vie, ta fonction dans la vie, c'est pas influenceur. C'est autre chose. T'es vraiment bon photographe. Puis ça fait de toi t'as de l'influence dans le monde de la photographie, par exemple. Tu sais, c'est vraiment... Là-dessus, là, ça, c'est ma posture. Après, t'as peut-être une vision qui est différente, là. Non, mais tu sais, j'entends beaucoup... tu sais, je suis pas près de ce monde-là comme toi, puis... Ce que j'entends plus, par exemple, de ma famille ou même des gens avec lesquels je vais travailler, tu sais, il y a toujours une espèce de distance puis de préjugés aussi par rapport à ce monde-là, comme quoi, tu sais, super plate, c'est super vide, influenceur, tu sais, t'influences quoi? T'influences du vide, tu sais, de l'apparence, c'est beaucoup ça le discours que j'entends. Mais non, c'est ça, parce que c'est un terme qui a été collé aussi à c'est pas... Il y a plein de gens sur Instagram dont le contenu est relativement creux, comme il y a plein de gens sur Instagram dont le contenu est très riche. Puis c'est ça, on peut pas tout mettre tout le monde dans le même ça, panier. Là, faut faire attention, vaste. Là. Moi, c'est ça. Puis les médias traditionnels ont eu, je pense, peut-être un peu de mal dans les dernières années à comprendre qu'est-ce qui se passe sur YouTube, qu'est-ce qui se passe sur Instagram, c'est quoi ces communautés-là de gens qui se réunissent autour de tel ou tel créateur. Ils ont eu du mal à comprendre, ils ont souvent fait vraiment pris des raccourcis intellectuels pour parler d'eux. C'est plus facile, je pense. Oui, puis tu sais, comme, à un moment donné, il faut avoir l'intelligence puis la curiosité d'aller au-delà de « c'est quoi, tu te sers de Twitter pour dire ce que tu as mangé ce matin? » Non, là, tu sais,
il y a plein de choses vraiment intelligentes, vraiment enrichissantes. Il y a plein de choses qui font réfléchir. Il faut juste suivre les bons gens, là. Après, si tu suis pas les bons gens, c'est ton problème, là, tu sais. Mais chacun, on vit une expérience différente là-dessus, puis il y a moyen d'avoir une expérience enrichissante sur ces plateformes-là. Mais est-ce que tu sens qu'encore aujourd'hui, en 2018, faut que tu expliques tout ça, faut que tu le vulgarises, faut que... On n'est pas rendu... C'est pas... Mais c'est peut-être mieux comme ça aussi, tu sais, l'idée de niche dont tu parlais tout à l'heure, dans le fond, c'est peut-être mieux que les grands médias, ils comprennent pas, puis ils comprendront jamais. Il y a certains médias, puis il y a certains journalistes qui comprennent très bien, là, tu sais, comprends moins bien, là, il y a plein de journalistes qui ont des questions hyper informées, pertinentes, tout ça, là. C'est juste que, tu sais, c'est facile de faire un headline, là, avec un influenceur gagne plus pas qu'un médecin, un influenceur gagne plus qu'un professeur, tu sais. C'est facile de faire des grands raccourcis comme ça qui les positionnent comme des jeunes débiles d'une génération qui fait des selfies. C'est égoïste, égocentré. Non, mais tu sais, il y en a de ça. Puis il y a tellement d'autres choses. C'est donc bien plate de mettre tout le monde dans le même panier. Puis après, on pourrait le mettre à l'inverse. Puis tu sais, tout ce qui est à la télé est débile. Ben non. Il y a des super bonnes émissions, puis il y a des émissions débiles. Mais tu sais, c'est la même chose, là. Fait qu'il faut faire bien attention là-dessus. Après, est-ce que c'est grave que ça soit ça le discours? C'est plate, certainement. Est-ce que c'est grave? Non. Les gens qui savent, les gens que ça touche, cette culture-là, savent c'est quoi la nuance, la différence entre ce qui est plus creux, ce qui ne l'est pas, tu sais. Les gens qui font partie de la culture YouTube, les abonnés comme les YouTubeurs, là, comprennent très, très bien ces notions-là. Fait que toi, dans ton quotidien, tu te bats pas pour... Ben oui, parce que mon travail, c'est quand même de les valoriser au sens monétaire, puis de les valoriser au sens... ils sont intelligents, là. Fait qu'il faut que tu fasses comprendre ça aux marques, dans le fond, qui doivent pas tout être rendus là. Oui, mais d'un autre côté, tu sais, si une marque vient vers nous, c'est qu'elle a comme un biais favorable, ou du moins, elle se rend compte de la portée importante qu'ils ont, là. Fait que, tu sais, c'est nuancé, tout ça est nuancé, mais à la fin, c'est pas grave si le troisième mononcle que tu vois juste à Noël comprend pas ma job puis trouve que c'est vaguement débile. C'est vraiment pas grave. Comme... ça change rien. Puis moi, il y a plein de domaines que je comprends pas trop, puis c'est pas plus grave que ça, tu sais. Il faut pas non plus partir en croisade, là. Mais je pense que les gens... C'est très drôle, hein, parce que jamais je me fais poser ces questions-là quand je vais, par exemple, parler de ma job dans des écoles. À l'université, au cégep, ils sont plongés là-dedans. Pour eux, j'ai comme la best job, là. Tu sais, c'est comme « Oh my God! Comment t'as fait pour arriver là? Comment je peux faire? » Tu sais, ils sont là-dedans puis ils comprennent. C'est ça qui compte parce que c'est eux qui sont touchés par cette culture-là. Tu sais, jusqu'au trentenaire à peu près, là. Après, pour le reste, là, ça va, là. Mais est-ce que tu sens que les jeunes ont encore un peu la perception que « Ah, OK, je vais être une vedette, fait qu'il faut que je sois YouTuber, il faut que je commence comme ça. » Il y en a que oui. Tu sais, l'espèce d'effet miracle, là, YouTube, « Ah, je vais mettre là-dessus, parfait. » Ouais, mais tu sais, après, ils essaient, puis ils voient bien. Ils se découragent. 4 vidéos, ils n'ont plus d'idées, puis ils voient bien que c'est du travail, tu sais, c'est merveilleux parce qu'ils ont la chance de le faire pour s'en rendre compte. Fait que c'est bien correct, tu sais. YouTube, comme il n'y a pas personne qui te dit non, tu peux pas faire ça, comme des comédiens qui doivent passer tellement d'auditions avant d'être choisis pour faire un truc, comme des musiciens qui doivent espérer peut-être un jour être sélectionnés dans une maison de disques, tu sais. Pour être YouTuber, ça prend quelque chose qui filme, puis de la bande passante, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ça coûte rien non plus mettre son contenu sur YouTube. Absolument il n'y a pas de frais associés à la plateforme. Ça a l'air facile. Puis en fait, on peut tous se créer des chaînes YouTube demain, là. On peut tous se partir sur YouTube. C'est pas d'avoir ta première idée de vidéo qui est difficile, c'est d'avoir ta 100e idée de vidéo, puis ta 500e, tu sais. C'est durer, c'est de vraiment apporter quelque chose à cette plateforme-là qui dure, tu sais, qui plaît sur la durée. Pour la petite anecdote, il y a des chiffres là, qui sortent depuis l'année dernière, puis dans les écoles primaires, secondaires, le métier là, le plus souhaité, là, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand, c'est YouTuber, tu sais. Maintenant, c'est YouTuber, c'est plus humoriste, c'est plus pompier, c'est plus whatever, là, c'était quoi? Astronaute. Astronaute a toujours été bien populaire. C'est YouTuber parce que ça a l'air accessible. Mais c'est accessible.
L'accès à la plateforme est là, mais après, c'est du travail. Faut que tu sois un vrai créatif aussi, il faut que tu ailles ça dans ça. Oui, puis c'est correct aussi parce qu'ils peuvent l'essayer puis voir à quel point c'est dur. Puis c'est correct mais aussi. c'est vrai, c'est le fun d'avoir cette opportunité-là. Ouais. On est dans une ère où, justement, tu sais, pars-le ton projet, essaye-le, puis... Mais justement, moi, j'étais curieuse de t'entendre aussi sur ton rapport au changement. Tu sais, ton métier, il doit évoluer à tous les jours. Oui. Tu sais, la plateforme YouTube évolue, même Facebook, tu sais, les algorithmes, ça change tout le temps. Puis comment t'apprivoises le changement? Est-ce que tu l'apprivoises, justement, ou il te fait peur des fois, ça va trop vite à ton goût? Au contraire, il faut être là-dedans, puis il faut absolument être dans cette mouvance-là, puis si dans 1 an ou dans 2 ans, si on fait le même travail de la même façon qu'on le fait en ce moment, c'est parce qu'on est en train de manquer le bateau. Il faut changer, il faut s'auto-challenger, se remettre en question. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on aborde la question du bon angle tout le temps? Vraiment, c'est ce qui est extraordinairement stimulant de cette business-là. Si on fait exactement la même chose, on va avoir 3 ans cet été, le Slingshot. Si dans 3 ans de plus, donc quand on aura 6 ans, quand on aura 5 ans, en 2021. Si notre business se ressemble encore, on va avoir manqué quelque chose à quelque part. Je peux pas te dire quoi maintenant, parce que ça existe sûrement pas encore, mais non, ça fait partie de... Si tu te bats contre ça ou si tu te cales dans qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, va continuer de fonctionner demain, ben... Pour rester à l'affût, est-ce que tu as toujours un peu le réflexe que tu avais quand tu étais analyste de toujours t'informer sur ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis? Tu sais, souvent, on a l'impression qu'au Québec, on est tout le temps quelques années en retard. Ouais, mais là, tu suis qu'est-ce qui se fait ailleurs. Mais c'est extraordinaire quand tu es entrepreneur là-dedans, le fait qu'on soit en retard, parce que tu vois tout venir. C'est super, t'as une longueur d'avance. Oui, tu peux observer ce qui fonctionne moins bien, les façons de faire. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas mal. Comme consommateur, c'est toujours un peu fâchant. On a toujours comme le service plus tard que les autres. Les technologies décollent après, au Québec, ailleurs au Canada ou dans le monde. C'est toujours un peu lent, mais comme entrepreneur, c'est vraiment un avantage. Ouais. Fait que oui, je continue à m'informer, je continue à me tenir au courant. Tu sais, je lis, mais la meilleure façon de prendre le pouls, c'est juste de jaser avec les youtubeurs que je représente. Là. Ils sont là, sont dedans, sont collés là. Puis, être à l'écoute. Oui. Tu sais, ils nous parlent de toutes sortes de nouvelles façons de faire, de nouveaux trucs, de qu'est-ce qui les intéresse le plus, qu'est-ce qui fait le plus réagir leur communauté en ce moment versus un autre, tu sais. C'est assez simple de suivre les tendances parce qu'ils nous les rapportent en continu, là. C'est quoi l'importance du réseau dans ton métier? Est-ce que, en tant qu'agente, c'est encore important de connaître plein de monde, de connaître ce qui se fait autant dans le milieu entrepreneurial que télévisuel, que médiatique? Oui, parce que ça va vite, ça change vite. Fait parce que tu participes à beaucoup de conférences, moins, j'imagine que... beaucoup moins. Moins qu'avant? Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai senti vraiment le besoin de focusser, de mettre mon énergie sur le projet qui est le Slingshot, de focusser mon énergie là-dessus. Tu sais, c'est quand même rare que dans une conférence, surtout quand tu vas à beaucoup de conférences, puis moi je suis allée à énormément de conférences là, dans les années précédentes, c'est quand même rare que tu vas vraiment tant que ça apprendre quelque chose de nouveau. C'est un peu comme, tu sais, ça te conforte dans ce que tu sais déjà. C'est rare que quelqu'un va vraiment se mouiller dans une conférence puis dire quelque chose de... Pourquoi? Parce que c'est des cadres un peu rigides? Ben oui, il y a plein de gens qui t'écoutent, là, tu vas pas dévoiler tes stratégies d'affaires, tu sais, c'est sûr, mais... Clair. Fait que c'est pas ça qui me nourrit le plus, puis à un moment donné, je me suis vraiment... mine de rien, c'est qu'en 3 ans, le Slingshot a aussi pris une certaine ampleur. Au début, j'étais toute seule. Je rentre au Slingshot, j'avais un titre... En fait, je suis pas rentrée au Slingshot, je suis rentrée chez Attraction. J'avais un titre qui avait ni queue ni tête, parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner. Oui, c'est ça, quand ça a été annoncé, c'était comme directrice web. On savait pas, là. Personne savait, moi, la première, si ça allait marcher ou qu'est-ce que ça allait donner. Puis de ça, on était 2 au départ, puis après ça, j'étais toute seule à faire ça à temps plein. Puis de ça, tu sais... Au fil du temps, il y a une équipe qui est venue m'entourer, on fait des embauches, puis au début, on avait 9 youtubeurs, puis après ça, on en avait 13, puis après ça, on en avait 16, puis là, maintenant, on a 32, puis tu sais, ça a pris une ampleur, puis on a fait un festival, puis le festival a marché, fait qu'on a refait une 2e année, puis là, il y a d'autres projets, tu sais, en ce moment, qui vraiment nous allument beaucoup. Ça a pris une ampleur à un moment donné. Tu sais, je suis devenue aussi, dans mon parcours, c'est la première fois que j'ai une équipe.
Slingshot. Je suis devenue gestionnaire grâce à ce projet-là, tu sais. Maintenant, j'embauche des gens, puis je fais des budgets, puis tu sais, il y a aussi toute une portion de gestion dans ce que je fais, gestion d'une branche d'une entreprise. Puis à un moment donné, j'ai vraiment senti le besoin de focusser sur ça, de mettre mes énergies aux bonnes places, puis d'arrêter d'aller passer une journée ici, une soirée là, mettre mon énergie ici, aller rencontrer... Tu sais, à la fin, ce qui comptait, c'était que mon focus soit à la bonne place, puis j'ai appris à dire non à des invitations, j'ai appris à refuser des conférences qu'on m'offrait de donner dans plein de contextes. Puis c'est drôle, hein, tu sais, des fois, une fois sur deux, quand je disais, ben non, écoute, mon calendrier est comme complet pour cette saison-ci, tu sais, j'ai choisi 3 belles opportunités où parler, puis ça va être ça. Une fois sur deux, la personne, l'intervenant de l'autre côté me disait « Oh my God, j'aimerais tellement ça apprendre à dire non, moi aussi, j'aurais plus de focus. » Fait que non, c'est tout simplement... Apprendre à dire non, c'est apprendre ça, à dire non, apprendre à focusser, en fait. Puis mettre son énergie sur, tu sais, vraiment, là, garder... L'énergie, c'est limité, hein. Les heures, c'est limité, l'énergie, c'est limité. Puis plus tu focuses sur une affaire, plus tu as de chances que cette affaire-là décolle, tu sais. Je crois, là. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Oh my God! Là, faut que t'ailles garder tes chiens. Mes chiens! Mais juste pour terminer, je voulais faire un petit questionnaire rapide. Ouais. Les grandes découvertes, vu que l'émission s'appelle Ma Découverte. J'aime les jeux de mots, que veux-tu? Selon toi, la plus grande découverte de l'humanité? Oh my God, tu me demandes ça là? Ouais, c'est peut-être un peu dur à répondre. Ou de l'ère moderne, disons. Écoute, je sais vraiment pas quoi répondre à ça, là. Genre, tu sais, comme le feu, là, mais tu sais, la roue, là, comme, c'est un peu... ouais, ça, là. OK, allons-y, plus peut-être concret dans ta vie. Une de tes plus belles découvertes en voyage? Écoute, ça, c'est récent. C'est récent, là. C'est dans la dernière année que je me suis mis à me sentir comme ça. J'ai la chance extraordinaire de vivre dans un lieu qui est plutôt beau, là, un joli loft, au coin d'où je travaille, dans le Myland, qui est vraiment un beau quartier, du moins qui, moi, me plaît. Puis, tu sais, on voyage un peu, on va faire un tour en Europe, on va faire un tour dans le nord-est des États-Unis, on va faire un tour dans le sud des États-Unis, tu sais, on se balade un peu, puis à la fin, je suis un peu comme, ouais, mais chez nous, c'est comme plus cool. Tu sais, chez nous, c'est comme, c'est le quartier plus cool, finalement, où, tu sais, j'arrive un peu à un moment où je suis comme, hey, c'est donc bien extraordinaire, où on a la chance de vivre tout le temps. Là, sort les grands violons, là. Montréal, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une ville privilégiée, puis pour en avoir... J'ai eu la chance de beaucoup voyager, puis vraiment, là, on est chanceux de vivre ici, puis cette ville-là est tellement riche, puis le quartier que j'habite, je l'aime beaucoup, fait que c'est un peu comme... c'est un peu le retour à, tu sais, à l'appréciation de ce qu'on a au quotidien. Oui, là, le voyage et tout, mais tu reviens, puis t'es comme, ouais, finalement, j'ai la chance de vivre dans quelque chose d'extraordinaire, là. Comme, pour vrai, ce qui me branche plus que Montréal, comme il y a New York, tu sais, vraiment qui m'amène ailleurs, vraiment me parle. Je suis allée plusieurs fois, je veux toujours retourner. J'espère un jour pouvoir acheter quelque chose là-bas. Je trouve ça... Mon Dieu, un grand projet. Ah non, mais cette ville-là, c'est vraiment... Ça me parle, c'est moi, là, c'est une énergie. Mais sinon, tu sais, je trouve que ma découverte la dernière année en voyage, ça a été de dire... Wow, on vit dans un lieu extraordinaire, puis on est vraiment bien. En tout cas, moi, je me sens bien où je suis tous les jours. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Je trouve qu'en voyage, on est tout le temps dans un état de découverte, justement, mais chez soi aussi, on peut être dans cet état-là et apprécier. Puis pour vrai, tu sais, comme je dirais peut-être pas ça si on habitait dans une ville un peu brune, moyenne, ou comme il n'y avait pas d'ouverture d'esprit puis pas de festival, mais on est vraiment privilégiés, là. Il y a des gens qui émigrent de partout dans le monde pour venir vivre ici, tu sais. Wow! Là. Moi, je l'aime beaucoup, cette ville-là. Y a-t-il une découverte artistique ou culturelle que tu as faite un peu par hasard, qui est venue sur ton chemin puis qui a été comme une révélation pour toi? Artistique ou culturelle? Musicale? Dans mes grands coups de cœur de la dernière année, j'ai lu le livre « Faire œuvre utile ». Oui, d'Émilie Perrault. Puis j'ai tellement aimé ça, je trouve que ça me parlait beaucoup, beaucoup dans ce qu'on fait à mon travail. C'est pas rare qu'on va recevoir des témoignages de toute nature, de comment un YouTuber a vraiment... le livre « Faire œuvre utile », c'est un livre qui parle de comment une chanson ou une pièce de théâtre ou un livre
a eu un impact direct sur une personne. Puis là, on écoute, on lit, dans le fond, le parcours de cette personne-là, puis pourquoi telle chanson, à tel moment de sa vie, a vraiment le fait prendre une grande décision. C'est des histoires extraordinaires. Des histoires extraordinaires, tu sais, de comment un artiste, à travers son œuvre, fait changer des vies ou accompagne les gens dans un deuil ou, tu sais, vraiment joue un rôle clé alors que l'artiste ne le sait jamais vraiment, tu sais, parce que lui, il a mis cette chanson-là sur un disque 3 ans avant, puis il sait pas. Mais ça revient à ce que tu disais, tu sais, le but, c'est pas influencer ou de faire un impact nécessairement, c'est que tu crées, il faut que ça soit authentique, puis là, après, il y a des répercussions. Absolument, tu sais, fait que ça m'a beaucoup parlé, ce livre-là, parce que je crois, dur comme fer, que ce qu'on fait, ça fait œuvre utile. On reçoit souvent des témoignages de gens de plein d'âges qui racontent que, tu sais, vraiment des affaires, des fois, là, il y a comme des petites larmes, là. Tu sais, des jeunes qui passent à travers des moments difficiles, de l'anxiété, de la dépression. Des fois, il y a des jeunes qui viennent de se faire diagnostiquer quelque chose que tu devrais jamais te faire diagnostiquer quand tu as 16 ans, tu sais. Puis qui écrivent à un YouTuber pour dire à quel point ils font une différence, là. Fait que faire œuvre utile d'Émilie Perrault, ça m'a beaucoup parlé. Une découverte scientifique que t'aimerais voir de ton vivant? Les hologrammes. Ah ouais? Ouais, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse représenter en 3D. Je suis sûre que ça s'en vient. C'est pas, ça me semble pas si... c'est moins compliqué que la téléportation, mettons, là. Ouais, les hologrammes, là, j'aimerais vraiment ça. Je trouve que c'est une forme de divertissement qui pourrait mener à tout un courant artistique vraiment intéressant. Oh my God, c'est fou, toutes les possibilités que ça pourrait créer dans notre salon, il me semble. Non, complètement. Ils l'ont fait à Coachella il y a je sais pas combien d'années, là, ils ont mis Tupac sur la scène. Ah oui. Puis s'ils l'ont fait, ça veut dire que depuis, les technologies se sont raffinées encore plus. Ouais, les hologrammes, ça me parle beaucoup, ça. Pour terminer, j'aimerais ça que tu me fasses découvrir quelqu'un. Tu sais, y a-tu quelqu'un que tu dis, pour le podcast ou même en général, un artiste que je pourrais découvrir? T'as-tu une recommandation pour moi? Tous les YouTubers du Slingshot, évidemment, non, mais tu sais... Belle plug! Non, mais ils sont tellement intéressants. J'ai envie, peut-être un des miens, là, un YouTuber chez nous qui moi, tu sais, tu me demandes comment je suis les tendances, qui, moi, m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à comprendre sa génération à lui, qui les aide, donc les plus jeunes, là, ceux qui ont moins de 20 ans à l'heure actuelle. Il s'appelle Émile Roy, puis c'est un YouTuber qui a d'énormes talents en réalisation. Il fait du court-métrage, mais il fait aussi de la vidéo d'opinion. Puis il y a plusieurs vidéos où il explique sa génération. Il explique tel trait, il explique tel comportement. Puis il sort des clichés, j'imagine. Oui, parce qu'il en fait partie. Fait que, tu sais, c'est pas comme un œil externe qui regarde les maudits jeunes, là. Lui, il en fait partie, il est articulé, il a envie de changer les choses, il y a comme... Tu sais, il y a le feu de Dieu, là, il veut changer le monde, ce gars-là, puis il y a aussi de très grands talents en réalisation, ce qui fait que c'est vraiment... J'aime beaucoup le suivre parce que, tu sais, il est beaucoup plus jeune que moi, là, il a 19 ans, puis ça me nourrit d'avoir les points de vue honnêtes puis sincères de plus jeunes comme ça. Ouais, Émile Roy. Parfait, voilà. Je le note. Yes. Tu me donneras son contact. Yes. Merci, Gabrielle. Vraiment, c'était super intéressant. Puis je trouve ça passionnant de t'entendre, d'être aussi passionnée. Tu sais, je sais qu'il y a 2 fois le mot passionné. Non, mais puis tu sais, je comprends très bien que ce que je fais... C'est nourrissant. Mais ce que je fais, c'est une niche aussi, là, faut comprendre. Puis moi, ça me passionne de faire ça. Puis il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi je fais ça, puis c'est pas grave qu'ils aiment pas les YouTubers. Si eux sont passionnés d'une autre affaire, tant mieux, là, tu sais, moi, j'ai trouvé, puis je me trouve exceptionnellement chanceuse d'avoir trouvé quelque chose. Là. Fait que, oui. Merci. Merci. C'est ce qui conclut ce tout premier épisode avec ma découverte. Ce que je retiens de ma rencontre avec Gabrielle, c'est qu'il faut vraiment foncer dans les projets qui nous allument. Alors moi, je vais foncer dans mon podcast. Je vous invite à suivre la page Facebook de ma découverte et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ah, puis on a un site web aussi, madécouverte.ca.